Bon, on vient de parler de sexisme sur France Info. Donald Trump, toujours un langage très fleuri. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour. Maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des États-Unis. Et Christophe Gascard nous a rejoint aussi, notre spécialiste des questions internationales. Bonjour, particulièrement des États-Unis. Du coup, Christophe, on a parlé hier de l'enjeu que représentait le New Hampshire. Pour comprendre en quoi cette victoire, Jérôme Viala, de Donald Trump, elle est importante, il faut rappeler que tous les candidats qui ont gagné le caucus de l'Iowa et du New Hampshire ont gagné l'investiture républicaine. Oui, et puis alors, ce qui ne s'est jamais passé, c'est qu'il gagne à ce niveau-là, c'est-à-dire plus de 50%. C'est là où c'est assez impressionnant. Ouais. Là, on a plus de 50% pour Donald Trump dans les deux États. Même si ce sont des États, il faut le redire, un peu particuliers, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'électorat. On peut espérer et attendre, en tout cas pour Nikki Haley, la Caroline du Sud, puisqu'elle était gouverneure. Donc, tout laisse à penser que finalement, ce troisième moment fort va être important. Mais là encore, les sondages donnent à 61% une victoire pour Donald Trump contre 21% seulement pour Nikki Haley, dans l'endroit qu'elle connaît bien. Donc, c'est dire effectivement à quel point c'est mal engagé pour elle. Néanmoins, les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits, c'est ce qu'elle a dit, Nikki Haley. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'elle lâche l'affaire, comme Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a lâché l'affaire ce week-end. Pour elle, pas question justement, parce qu'il y a cette échéance peut-être de la Caroline du Sud qui arrive et que symboliquement, si elle doit lâcher, ce sera à ce moment-là? Oui, elle sera obligée de lâcher si à ce moment-là, elle est à mon avis. En tout cas, il y a aussi ces donateurs qui sont importants, qui ont dit que même ils iraient éventuellement jusqu'au Super Tuesday en mars. Mais c'est vrai que si elle a un faible score et qu'elle est bien en dessous des 50%, ce qui a quand même de grandes chances d'arriver en Caroline du Sud, là où elle a été gouverneure. Et la Caroline du Sud est un État très conservateur, avec beaucoup un électorat très chrétien évangélique, etc., qui donc aura tendance à être encore plus pro-Trump que par exemple même le New Hampshire. Le New Hampshire, c'était un peu sa chance de faire le maximum, parce c'est un électorat républicain beaucoup plus modéré. Ouais. Et en plus, il y avait la possibilité pour des indépendants de voter dans ces primaires. Ceux qui ne sont ni inscrits, ni indépendants, ni du Parti démocrate pouvaient voter. Donc on aurait pu effectivement penser qu'elle puisse avoir un score meilleur. Effectivement, ça n'a pas été le cas. Il faisait très froid, on l'a vu sur les images. Peut-être qu'il n'avait pas envie de se déplacer. Néanmoins, son score n'est effectivement pas extraordinaire. Ça veut dire que si donc la victoire est si écrasante pour Donald Trump dans le New Hampshire, c'est joué quelque part, ça y est, Donald Trump va être le candidat républicain de nouveau l'année prochaine. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez significatif sur qui m'intéresse en ce moment particulièrement dans la recherche là-dessus, c'est de voir que 80% des électeurs de Donald Trump sont des négationnistes, c'est-à-dire qu'ils nient le résultat des élections de 2020. Et 80% de ceux qui ont voté pour Nikki Haley pensent que Joe Biden est légitime. Donc on voit vraiment ici qu'on a deux réalités, et que vraiment c'est ce qui fait, je pense aussi beaucoup la différence, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur ce récit, que l'élection a été volée, tout devient acceptable, puisque même pour les républicains, il s'agit de sauver la démocratie. Et on avait parlé notamment en 2020 dans cette élection que les États-Unis n'avaient jamais été aussi divisés. On est effectivement dans le même paradigme, j'allais dire 4 ans après, c'est effectivement la même chose. Le fossé s'est même encore plus renforcé. Il y a quand même une date qui est importante et on va en parler, c'est la date du 8 février prochain. Parce que ça, c'est surtout la date qui va être observée par Donald Trump, par ses partisans et aussi par Nikki Haley. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que la Cour suprême va dire si effectivement il est possible que Donald Trump soit inéligible. Parce qu'on le rappelle, il y a une quinzaine d'États qui estiment qu'il est inéligible, en tout cas qu'il ne peut pas se présenter à la fonction suprême. C'est la raison pour laquelle ils ont mis des recours. Le 8 février, on devrait avoir la réponse de la Cour suprême. Le problème, vous le connaissez, c'est qu'à la Cour suprême, eh bien, elle est majoritairement favorable surtout à cet homme Donald Trump, parce que c'est lui qui les a nommés. Donc en fait, il y a finalement peu de chance. Mais si Nikki Haley elle reste, c'est aussi parce qu'il a tellement d'ennuis judiciaires que ça lui permet aussi d'avoir une position de sauveur, de backup. En soutien. Justement, le 8 février, est-ce que ce serait possible qu'il soit déclaré inéligible, Donald Trump? Alors, j'y crois pas tellement. Et je pense que ça va même au-delà de la division entre républicains et démocrates au niveau des juges de la Cour suprême. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a en fait un désaccord
au niveau des spécialistes du droit, que ce soit d'ailleurs les plus conservateurs qui ont une lecture très littérale du texte, ont eu tendance à dire qu'il devrait effectivement ne pas pouvoir se présenter. On voit que donc c'est assez compliqué. Il y a eu aussi des décisions dans des États démocrates de le laisser sur les bulletins de vote. Et voilà, donc en plus on est dans un moment vraiment de tension politique tellement fort que si des juges décident de l'empêcher de se présenter alors qu'il est déjà très haut dans les sondages. Ça va remettre une pièce dans la machine de la chasse aux sorcières. Exactement. On risque d'avoir même de la violence politique, je pense. À ce moment-là. On n'a jamais été autant dans le détail des procédures de la Constitution, procédures constitutionnelles, que depuis que Donald Trump est sur le devant de la scène depuis 2016. Malgré ses ennuis judiciaires, comment on explique justement qu'il soit à ce point-là injouable, imbattable, Donald Trump? Mais c'est justement à cause de ses ennuis judiciaires. Parce que ce narratif fonctionne. Exactement. À partir du moment où vous pensez que l'élection a été volée, qu'il y a un deep state, un état profond contre vous, à ce moment-là, l'attaquer, et surtout il est attaqué de façon répétée, il a été attaqué même, il y a eu des mesures d'impeachment pour qu'il se présente, et il a toujours été reconnu innocent entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas allé au bout. Donc tout ça va dans ce récit qu'on cherche à le nuire, et regardez encore même au niveau d'une clause tout à fait inconnue de la plupart des Américains, du 14e amendement, on cherche encore à l'empêcher de se présenter. C'est donc qu'il doit être dans le vrai. En fait. Et Christophe, vous avez parlé d'une date du 8 février, mais il y a aussi le 4 mars, le début du grand procès. Effectivement, grand procès pénal à Washington pour son implication justement dans l'assaut du Capitole. Mais c'est surtout le 5. Et là, c'est le Super Tuesday où il y a 16 États qui vont voter. Là encore, on a pu penser que cette date qui va se joindre aurait pu changer les choses. Tout laisse à penser effectivement que pour l'instant, Donald Trump pourrait être investi. On parle toujours au conditionnel, surtout aux États-Unis, vu ce qui se passe. Alors forcément, on s'achemine un peu vers un match retour, Donald Trump-Joe Biden, match retour de 2020, donc au mois de novembre prochain. Il est toujours attaqué sur son âge, Joe Biden, par Donald Trump. On rappelle qu'ils n'ont que 4 ans d'écart. Quelle est la popularité de Joe Biden aujourd'hui aux États-Unis à la fin de son mandat? Alors, il est globalement très impopulaire. Mais comme il dit lui-même souvent, en fait, c'est vraiment par rapport aussi à Donald Trump que les choses vont se jouer. C'est pas juste sa popularité, mais par rapport à qui, et par rapport à d'opposition. Et là, on voit aussi qu'il remonte un petit peu dans les sondages au niveau de l'économie, notamment. Donc, il va falloir voir. On est encore loin de l'élection. Donc... Et il y a 2 thèmes qui vont jouer. C'est l'IVG. Principalement. Ça a bien marché pour... Comme en 2020, finalement. Exactement. En 2022, surtout aussi. 2022, lorsqu'il y a eu les midterms. C'est là-dessus que ça a pu fonctionner. Et le bilan économique, parce qu'on ne le dit pas encore assez, mais effectivement, le bilan économique de Joe Biden est excellent pour l'instant. Et Jérôme Viala? Oui, tout à fait. Il va y avoir aussi des sujets, évidemment, comme l'immigration, qui sont des sujets aussi très importants. Et la question va être de savoir vraiment qu'est-ce qui va prendre le dessus dans la campagne et quel va être le récit. On est toujours dans ces histoires de récit, en fait. Et voilà. Donc alors justement, dans le récit, puisque ça aussi, c'est intéressant, Christophe, vous avez parlé de Nikki Haley qui ne pouvait pas abandonner puisqu'elle est finalement en backup, comme on dit en anglais, justement, de Donald Trump. Il y a cette histoire d'âge, Joe Biden, c'est Kamala Harris derrière. Est-ce qu'on pourrait passer justement d'un duel annoncé entre 2 octogénaires mâles à 2 quinquagénaires femmes? C'est pas impossible. Techniquement. Techniquement, c'est pas impossible. Nikki Haley, Kamala Harris. Possible, mais en même temps... Est-ce que c'est séduisant pour les Américains, Nikki Haley, Kamala Harris? Alors, ça serait très intéressant parce qu'on s'apercevrait que Nikki Haley est beaucoup plus conservatrice que ce qu'on imagine. En fait, elle est beaucoup plus proche de ce qu'aurait pu faire Donald Trump, en tout cas. Et puis, Kamala Harris n'est pas quelqu'un de très, très populaire pour l'instant et qui n'a pas eu l'occasion non plus elle est dans l'ombre. De briller. Oui. Voilà. Et le meilleur choix pour l'instant pour Joe Biden, c'est de rester président et de continuer son mandat, quitte à laisser la place, une fois qu'il aura été élu, à Kamala Harris. Ça, c'est possible. Et c'est d'ailleurs ce qui se dit. Et c'est ce que dit Nikki Haley. Si vous votez pour Joe Biden, vous votez finalement pour Kamala Harris parce qu'il ne fera pas son mandat compte tenu de son âge. Et Jérôme Viala-Godefroy? Oui, et puis elle a commencé aussi à attaquer Donald Trump sur son âge, c'est assez intéressant. Mais ce que je trouve aussi assez ironique, c'est à la fin, quand on a vu dans votre petit reportage, ce que disait Donald Trump sur... il s'offusquait que Nikki Haley ose transformer une défaite en victoire, alors qu'il fait exactement ça tout le temps. Parce qu'il il a fait ça, y compris quand il perd vraiment. Elle lui a volé sa stratégie. Voilà, c'était assez drôle. Merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy. Merci.